responsable de l'antenne jeune d'Amnesty. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler des antennes jeunes, on est une cinquantaine en France et notre rôle ici à Lyon, c'est un peu de relayer les campagnes d'Amnesty au niveau des étudiants, de faire signer des pétitions, etc. Surtout au niveau donc, des étudiants lyonnais en général et surtout, on est surtout à Lyon. Donc notre rôle principal c'est de vous informer au sujet des droits humains. Et aujourd'hui, en collaboration avec le Relais Réfugiés, donc représenté par Chris Meunier qui est ici, nous organisons une conférence sur le thème de la campagne Amnesty qui s'appelle SOS Europe, contrôle des migrations, que se passe-t-il aux frontières de l'Europe. Donc cette campagne vous sera présentée plus tard. Donc on a 3 intervenants aujourd'hui qui vont nous aider à mieux comprendre la situation des personnes déracinées qui cherchent un refuge sur le territoire de l'Union européenne et dont les vies sont mises en danger et dont les droits sont violés assez fréquemment sans qu'on en parle. Donc il y a d'abord Amélie Clémence, qui est membre d'Amnesty International et qui est juriste à la CIMAD. Donc elle parlera des politiques migratoires et de leurs conséquences. Ensuite, il y a Élodie Cordier qui est membre du Relais Réfugiés et qui est juriste en droit de l'homme. Et donc, elle abordera le problème de la réinstallation des réfugiés. Et enfin, il y a Akram Kachi, qui est chercheur associé au GREMO et qui développera la situation des réfugiés syriens. Donc, après chaque intervention, on vous donnera la parole, plutôt que tout à la fin de la conférence, pour que vous posiez des questions et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Voilà. Je passe la parole à Chris, donc elle va vous présenter l'émission du Relais Réfugiés. Bonjour, déjà on vous remercie d'être présent ce soir, un petit peu de monde quand même. Je vais vous présenter donc l'émission du Relais Réfugiés d'Amnesty International, enfin c'est l'émission en général des Relais Réfugiés en France. Alors nos actions se situent dans le cadre de ce qui s'appelle le programme Protéger les droits des personnes déracinées, qui a pour objectif de prévenir et dénoncer les violations des droits des migrants, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et des réfugiés, et de contraindre les États à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ces personnes. Je signale à votre attention l'ouvrage qui a été rédigé par le programme Personnes déracinées, donc qui s'intitule Réfugiés, un scandale planétaire, que vous pouvez trouver sur toutes les librairies, les sites des librairies, et 10 propositions pour sortir de l'impasse sur ce problème des réfugiés. Alors le programme Personnes déracinées se décline en 2 aspects complémentaires. Il y a donc les actions sur la France, les actions sur l'Union européenne et l'international. Alors, en ce qui concerne les actions sur la France, elles peuvent prendre la forme de plaidoyer et d'actions militantes. Alors, ça peut concerner le droit d'asile. En ce moment, par exemple, en vue de la révision de la loi asile qui va être discutée au mois de juin prochain par le Parlement, on mène des plaidoyers auprès de nos députés et sénateurs pour leur transmettre les recommandations d'Amnesty International. Alors, donc, le droit d'asile, les droits des migrants, des propositions de projet de loi pour renforcer leur protection, quelle que soit la régularité de leur statut, et un travail réactif pour empêcher les renvois de ces personnes vers un territoire où elles seraient exposées à des atteintes graves à leurs droits. Donc, parallèlement à ces actions, il peut y avoir une mission d'accueil des demandeurs d'asile. Le Relais Réfugiés de Lyon a mis en place depuis 4 ans une permanence téléphonique. Des rendez-vous sont pris en vue d'entretien pour la préparation, l'aide au dossier de première demande d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et apatrides, et des dossiers de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. À ce jour, on a traité à peu près 170 dossiers, majoritairement de recours auprès de la CNDA. On est accompagné dans ce travail par une dizaine d'interprètes et nous avons aussi une mission de formation chaque année, notamment des étudiants souvent en master de droit, participent aux entretiens avec les demandeurs d'asile et se familiarisent avec le droit d'asile et la constitution des dossiers. Alors, les actions sur l'Union européenne et l'international.
Donc, comme les actions sur la France, il y a donc des actions de plaidoyer qui sont menées et des actions militantes, comme en ce moment la campagne prioritaire SOS Europe qui dure déjà depuis 2 ans. Alors, ces actions concernent l'immigration et les droits des migrants. En ce moment, une action sur la Grèce par rapport aux renvois forcés et illégaux, au mauvais traitement et à la détention. Une action en direction des travailleurs migrants au Qatar, qui sont victimes d'exploitation, de conditions de travail et de séjour déplorables. Alors, nous vous inviterons pendant les moments réservés aux questions. On va faire circuler des pétitions, donc chaque fois une différente. Une première sur la Grèce, une deuxième sur le Qatar, et après l'intervention d'Akram sur la Syrie, une troisième sur la Syrie. Alors, le droit d'asile, donc toujours une action, bien sûr, droit d'asile, pour la protection et contre la détention des personnes, sur la réinstallation des réfugiés, qui est le thème dont Élodie vous parlera plus en détail, et les personnes déplacées dans leur propre pays, par exemple, en ce moment, une action sur la communauté libyenne des Tawarga, qui font l'objet de persécutions par des milices armées. Alors, en plus, on reçoit de la commission personnes déracinées du siège d'Amnesty à Paris des propositions d'action urgentes. Par exemple, dernièrement, une action à propos des demandeurs d'asile en Bulgarie, dont les conditions d'accueil étaient absolument déplorables. Donc, il y a eu déjà du travail de fait pour améliorer. Et puis, il y aura une campagne plus importante sur ce thème qui va débuter au mois de juin. La Commission propose aussi des actions de sensibilisation à caractère culturel, films, théâtre, etc., auprès du grand public. Et enfin, elle nous transmet des documents d'information sur l'état des lieux des réfugiés dans le monde, dont bien sûr la Syrie actuellement, sujet que Akram développera pour nous. Donc, comme vous le voyez, les tâches sont immenses et nous ne sommes pas toujours assez nombreux pour les accomplir. Alors, nous vous adressons une requête. Rejoignez-nous. Amélie va maintenant nous parler de la campagne SOS Europe et j'en profite pour la remercier, ainsi qu'Élodie et Akram, d'avoir permis la tenue de cette conférence par leur intervention entièrement bénévole. Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous accueillir dans un amphithéâtre très moderne et j'espère confortable. Donc, comme Chris vous l'a dit, je m'appelle Amélie Demange, je travaille comme juriste à la CIMAD pour la région Rhône-Alpes et je suis également bénévole à Amnesty International et j'ai développé depuis ces 4 dernières années une expertise sur le droit des réfugiés, demandeurs d'asile et des migrants. Donc mon allocution va tout d'abord porter sur la présentation de la campagne SOS Europe et ensuite sur une explication des politiques migratoires de l'Union européenne ainsi que leurs conséquences en matière de droits humains. Donc la campagne d'Amnesty International appelée SOS Europe a débuté au printemps 2012. Il s'agit d'une campagne à l'échelle européenne qui est initiée par le Bureau européen d'Amnesty International à Bruxelles. Voilà, donc cette campagne est une campagne en fait de plaidoyer au niveau des institutions européennes et elle a des relais dans plusieurs États membres de l'Union européenne, dont par exemple la France. Cette campagne est née dans un contexte particulier. Depuis ces 10 dernières années, je dirais, l'actualité se fait souvent l'écho de naufrages de migrants en mer Méditerranée, le dernier étant celui survenu au large de Lampedusa en novembre 2013. Alors, SOS Europe, que se passe-t-il aux frontières de l'Europe? Pour répondre à la question, très clairement, des migrants. Vous m'entendez mieux là? Non. Non, pas tout à fait. C'était bien, oui. Je dirais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux frontières de l'Europe? Eh bien, des migrants meurent en mer, et parmi ces migrants, il y a des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ces personnes viennent essentiellement du continent africain, mais on peut retrouver également des personnes d'Asie qui empruntent des routes migratoires toujours plus complexes. Ces personnes ont plusieurs motivations pour venir en Europe. Soit elles fuient un conflit, comme par exemple en Somalie, soit elles fuient la pauvreté, soit elles viennent rejoindre des membres de leur famille basés en Europe,
vous et moi lorsqu'on part, par exemple, étudier à l'étranger, enfin, en ce qui me concerne il y a une dizaine d'années maintenant, on y va également pour changer de vie, avoir une autre vie, réaliser des projets. Néanmoins, aux yeux de l'Union européenne, ces motivations-là ne semblent plus tolérables. Donc ce qui est problématique et ce qui est très grave, ce sont ces naufrages et également l'attitude des autorités européennes pour lesquelles la protection des frontières semble désormais plus importante que la protection ou le respect en tout cas de la vie et des droits de ces migrants. Donc la campagne SOS Europe au niveau européen a, je dirais, un double objectif. Amnesty International souhaite que les États membres de l'Union européenne, les institutions européennes et les entités européennes telles que l'agence Frontex produisent tout d'abord des statistiques et des données transparentes sur les contrôles migratoires, les opérations de renvoi et les accords migratoires passés avec des pays tiers. Deuxièmement, Amnesty souhaite que les États membres de l'Union européenne et les institutions ainsi que des entités comme Frontex développent des mécanismes indépendants de contrôle pour assurer le respect de leurs obligations en matière de droits humains pendant les opérations de renvoi et lors de la signature de ces accords migratoires avec les pays dans l'Union européenne. Au niveau de la France, cette campagne qui est actuellement en cours poursuit, elle, 3 objectifs. Le premier, c'est participer et soutenir la mobilisation d'Amnesty International pour faire justement changer la législation en matière de contrôle migratoire. Deuxièmement, plus spécifiquement ce qui concerne la France et le Parlement français ainsi que le président de la République, c'est rendre plus transparente la politique française de contrôle des migrations. J'expliquerai plus tard dans mon allocution, mais l'Union européenne peut signer des accords, ce qu'on appelle de réadmission, au vu de contrôler les frontières avec des pays hors Union européenne, par exemple l'Union européenne et la Mauritanie, mais un État membre de l'Union européenne peut également signer un accord. Je vous prends un exemple, par exemple, entre l'Espagne et le Maroc. Le problème, c'est que ces accords sont opaques, ils ne sont pas soumis au contrôle du Parlement et le contenu n'est pas rendu public. Ce qui fait que tout cela se passe dans une totale opacité et c'est également un moyen pour les États de ne pas avoir à rendre de compte lorsque des naufrages surviennent. Et le troisième objectif de la campagne SOS Europe en ce qui concerne la France, c'est de faire pression sur les autorités françaises afin qu'elles accueillent véritablement, et dans un nombre, on ne dira pas ridicule, les réfugiés syriens. Donc le programme de réinstallation dont vous parlera Élodie et Akram. Donc voilà pour la campagne SOS Europe qui dure depuis à peu près 2 ans maintenant. Donc, je vous disais, nous sommes dans le champ de la politique migratoire de l'Union européenne. Comment est-ce que cette politique migratoire s'est construite? On va faire un bref historique. Depuis, on va dire, je dirais une dizaine d'années, là, l'Union européenne s'est véritablement dotée d'une politique migratoire qui a connu son efficacité, mais je dirais une efficacité tragique, puisque la conséquence est notamment la violation des droits des migrants qui tentent de venir en Europe. La politique migratoire de l'Union européenne, je dirais, on pourrait la résumer par une seule expression, c'est externalisation du contrôle des frontières. Externalisation, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Et l'externalisation se comprend à travers 4 mots-clés. Le premier, c'est délocaliser, ensuite sous-traiter, transférer et dissuader. Donc, l'externalisation des frontières, en fait, consiste à délocaliser le contrôle des frontières de l'Union européenne sur le territoire d'un autre État ou bien en haute mer. Deuxièmement, la sous-traitance de la gestion des flux migratoires selon l'Union européenne, est à assurer par les pays voisins ou en tout cas par les pays de transit par lesquels arrivent les migrants.
Donc cette externalisation repose le plus souvent sur des accords multilatéraux entre l'Union européenne et un autre État hors Union européenne, ou bien des accords bilatéraux entre, par exemple, l'Italie et la Libye, dont je parlerai ensuite. Cette externalisation comprend également des opérations d'interception, de renvoi et de dissuasion qui peuvent être assurées notamment grâce à l'intervention de l'agence Frontex. L'externalisation, elle consiste également pour les États à transférer vers les pays de départ ou de transit la responsabilité qui leur incombe dans la lutte contre l'immigration illégale. Quelle forme ce transfert de responsabilité prend-il concrètement? Eh bien, je vous donne un exemple. L'Union européenne va dire au Maroc contrôle mieux ses frontières afin qu'il y ait de moins en moins de migrants qui puissent arriver justement sur le territoire de l'Union. Et pour cela, nous, on va te donner plusieurs millions d'euros afin que tu puisses équiper tes policiers, tes gardes-côtes, tes gardes-frontières avec tout un arsenal efficace et qui permet justement de repérer les migrants. Donc l'objectif de cette politique, de cette externalisation des frontières est bien entendu de dissuader le plus grand nombre de migrants possible d'arriver sur le territoire de l'Union européenne, voire d'empêcher cette arrivée irrégulière. Je dirais de migrants. Dans le langage courant de tous les jours, vous entendez le terme de clandestin. Au niveau juridique, clandestin, ça n'existe pas. Quand on parle des migrations, on parle du terme de migrants parce qu'on désigne des personnes qui quittent leur pays pour aller vers un autre. Et la migration ici implique le passage d'une frontière. Donc, migrant, c'est un terme neutre que vous retrouvez en droit international et qui n'est pas connoté politiquement. Et ces migrants, vous avez à la fois les migrants, par exemple, économiques, les migrants qui tentent de rejoindre leur famille basée en Europe, mais dans ces migrants, vous avez également les réfugiés, les demandeurs d'asile qui, eux, fuient des persécutions et qui cherchent une protection sur le territoire de l'Union européenne. Alors, pour entrer dans le concret, maintenant, les accords multilatéraux ou bilatéraux qui, justement, sous-tendent cette politique d'externalisation. Un premier exemple d'un accord multilatéral, c'est un accord qui date de 2010 entre l'Union européenne et les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Donc cet accord portait sur un programme de coopération dans le domaine de l'immigration avec la Libye. Ce programme a été suspendu lorsque le conflit en Libye a éclaté en 2011. Lorsque ce conflit a repris, s'est terminé, le dialogue entre l'Union européenne et la Libye a repris. Et dans le petit flyer qui vous a été distribué, vous verrez l'indication d'un nouvel accord entre l'Union européenne et la Libye qui est intervenu au printemps 2013 et qui prévoit 10 millions d'euros de la part de l'Union européenne à la Libye afin d'aider la Libye à assurer la sécurité de ses frontières, dont justement le contrôle des flux migratoires. Un autre exemple d'accord multilatéral est par exemple un accord qui a été signé entre l'Espagne et certains pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie. Cet accord a été signé entre tous ces États sous l'égide de l'agence Frontex. Cet accord a eu des conséquences dramatiques qui ont été soulevées par Amnesty International dès 2008, puisque Amnesty International s'est rendu en Mauritanie, et plus précisément dans la localité de Nouadhibou, qui est un port de pêche, par lequel de nombreux migrants sont passés à une certaine époque pour pouvoir ensuite rejoindre les Canaries, donc État membre Canaries, territoire espagnol, donc Espagne membre de l'Union européenne. Cet accord a eu comme conséquence de faire en sorte que les autorités mauritaniennes ont voté une loi qui interdit à tout migrant de quitter le territoire mauritanien pour se rendre ailleurs. Et là, il s'agit d'une claire violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que toute personne sur cette terre a le droit de quitter son pays et d'y revenir. Donc, je dirais, la Mauritanie a une attitude, je dirais, digne des pires dictatures que vous ne pouvez pas quitter. Alors voilà pour les quelques exemples d'accords multilatéraux entre l'Union européenne et d'autres régions.
Vous avez également des accords bilatéraux, et là je prendrai un accord emblématique qui est l'accord passé entre la Libye et l'Italie à partir de 2008. Et à propos de cet accord-là, vous avez eu justement la première phase de la campagne SOS Europe de Amnesty International qui a débuté, avec justement une pression sur les autorités italiennes. Dès 2007, en fait, vous avez eu différents accords entre l'Italie et la Libye, des accords qu'on appelle technico-opérationnels, qui prévoient justement des patrouilles conjointes italo-libyennes en mer Méditerranée, afin justement de contrôler les bateaux de migrants qui quittent la ville de Tripoli pour se rendre en Italie. Vous avez eu ces accords qui se sont poursuivis en 2010, vous en avez eu en 2008, donc j'aime bien toujours la désignation de ces accords, on parle de traité d'amitié, de partenariat et de coopération. Tout ça c'est bien joli, mais au final, ça ne sert qu'à une chose, c'est de contrôler de plus en plus les frontières afin d'éviter qu'un certain nombre de migrants viennent arraisonner les côtes italiennes et notamment sur l'île de Lampedusa. Donc le problème de cet accord italo-libyen, c'est la raison pour laquelle Amnesty International a exercé une forte pression sur les autorités libyennes, c'est que cet accord, d'une part, le contenu n'a pas été rendu public, il n'a pas été discuté dans le Parlement italien, et troisièmement, il ne prévoit aucune disposition en matière de respect des droits humains, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Dernier point justement sur l'externalisation des frontières, je vous ai dit, ce contrôle des frontières prend la forme d'accords, mais elle prend également la forme de contrôle effectif. Et je dirais, entre guillemets, le bras armé de cette externalisation, c'est l'agence de l'Union européenne qui s'appelle Frontex. Frontex, ça veut dire Agence européenne pour la gestion et la coopération aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Cette agence a été créée en octobre 2004, elle est opérationnelle depuis octobre 2005, son siège est basé à Varsovie, elle a un budget exponentiel, donc on est passé de 6,3 millions à sa création à 120 millions d'euros en 2011. Frontex est extrêmement puissante puisqu'elle est dotée des dernières technologies utilisées par l'armée, à savoir des hélicoptères, des avions, des radars mobiles, des caméras thermiques, des sondes qui mesurent le taux de gaz carbonique émis par les migrants, des détecteurs de battements de cœur, etc., etc. Donc, quand vous êtes un migrant, vous tentez de passer la frontière et que vous avez un bateau de Frontex qui arrive, eh bien, vous avez toutes les chances de vous faire repérer. D'ailleurs, l'efficacité de Frontex, ça peut se mesurer au niveau des îles Canaries, puisque vers 2003 à peu près, les îles Canaries se sont retrouvées, entre guillemets, envahies par plein de migrants. Je crois que c'était au plus fort à peu près 3500 migrants. Quelques années après, le budget de Frontex a augmenté et le nombre de migrants qui parvenaient à arriver sur les îles Canaries est descendu à moins de 1000. Donc on voit vraiment, je dirais, les conséquences de cette augmentation budgétaire. Donc le but de Frontex, c'est bien sûr d'améliorer ce qu'on appelle la gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union. Donc un objectif de surveillance, mais un objectif également de renvoi groupé des étrangers en situation irrégulière. Le problème de Frontex, c'est sa responsabilité, puisque dans l'article 1 du règlement de Frontex, la responsabilité de l'agence n'est pas indiquée, mais plutôt celle des États membres, en ce qui concerne le contrôle et la surveillance. Donc, lorsque vous avez par exemple des naufrages en mer et que Frontex est impliqué et que ce naufrage a eu lieu par exemple dans les eaux territoriales italiennes au large de Lampedusa, qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le bateau italien? Est-ce que c'est l'agent de Frontex? Est-ce que c'est l'Union européenne? Voilà. Donc, pour terminer mon allocution, je dirais que les politiques migratoires en termes de droits humains ont des conséquences désastreuses. Je vous disais donc la violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de quitter tout pays, y compris le sien, pour y revenir, la violation des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile qui sont
je dirais, pris, entre guillemets, dans la masse des migrants. Quand ils arrivent, par exemple, à Lampedusa, ils ne bénéficient pas d'un entretien individualisé qui permet de savoir s'ils sont ou non un demandeur d'asile ou un réfugié. Et il faut savoir que le demandeur d'asile ou le réfugié n'a pas le droit d'être renvoyé vers un pays ou son pays d'origine dans lequel il risque des mauvais traitements. C'est ce qu'on appelle le principe de non-refoulement, qui est consacré par la Convention de Genève sur les réfugiés et qui est allègrement bafoué. En ce qui concerne ensuite les accords multilatéraux et bilatéraux, encore une fois, le problème ici, c'est leur opacité. Ils ne sont pas soumis à un contrôle démocratique des citoyens via les parlements nationaux. Et dernier point, il y a une violation du droit international de la mer, à savoir que le principe, c'est d'apporter assistance aux navires et aux personnes en détresse. Et dans les différents naufrages qui se sont succédés les 10 dernières années, eh bien, ces principes-là ont été bafoués. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon allocution et je suis disposée à répondre à vos questions. Merci. Si quelqu'un veut poser des questions, je vous passe le micro. Non, personne. Oui. Merci. Est-ce qu'on a une idée à peu près de combien de personnes cela représente des réfugiés, des demandeurs d'asile parmi toutes ces personnes qui arrivent notamment à Lampedusa? Est-ce qu'Amnesty ou d'autres associations ont pu donc définir à peu près un nombre ou agir par rapport à ces personnes-là, être sur le terrain pour les accueillir? Alors, les chiffres que les ONG, dont l'Amnesty International, publient font état de 1500 personnes qui sont décédées en mer sur environ 10 ans, mais le problème est qu'on ne sait pas précisément combien parmi elles étaient des demandeurs d'asile. Après, au niveau des nationalités de ces personnes, on peut deviner en tout cas lesquelles étaient demandeurs d'asile, ou en tout cas réfugiés. Ce sont celles qui venaient essentiellement de la Corne de l'Afrique, donc la Somalie, l'Érythrée, l'Éthiopie, ce genre de pays. Aujourd'hui, il y a également des Syriens qui prennent la mer, puisque je vous disais, les contrôles aux frontières, notamment aux frontières maritimes de l'Europe, sont tels qu'aujourd'hui, cela oblige les migrants à toujours prendre plus de risques et à prendre des routes migratoires de plus en plus longues et de plus en plus complexes et de plus en plus dangereuses. Vous avez par exemple une opération de contrôle des frontières de l'Union européenne au niveau de la Grèce. Donc Frontex intervient au niveau côté dans la partie la frontière gréco-turque, puisque cet endroit-là est devenu une passoire. Et les rapports indiquent que des Syriens sont justement, vous voyez, sont passés justement en Turquie, Grèce, pour essayer d'arriver en Europe. D'autres questions? Bonsoir, Paul Montard, Amnesty International. Ces deux observations que je fais et qui serait intéressant de développer. Moi, je me souviens qu'effectivement, il y a une vingtaine d'années, l'Europe se distinguait par le fait qu'elle développait une politique de coopération. Ça s'appelait accord ACP, accord Caraïbes, Pacifique, Afrique. Et aujourd'hui, on est passé à une politique répressive qui doit laisser très loin derrière la politique d'aide économique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai cru voir sur le site européen que l'Europe travaille effectivement à ce que l'ensemble des pays adoptent les mêmes normes en termes d'asile et d'accueil des étrangers. Et je ne suis pas sûr que ça se fasse avec les meilleures intentions, non, mais les meilleurs résultats. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors,
au niveau de l'asile, vous aviez jusqu'à il y a peu de temps le règlement Dublin 2 qui disposait que lorsqu'un migrant arrive dans un premier pays européen et ensuite se rend dans un deuxième pays européen, c'est le premier pays qu'il a traversé qui est responsable justement de l'examen de sa demande d'asile. Tout ça pour partager ce qu'on appelle en jargon communautaire le fardeau. Donc, le fardeau, ce sont les migrants, plus spécifiquement les demandeurs d'asile. Aussi, actuellement, on sait bien qu'en Grèce, le système d'asile est totalement, je dirais, inefficace. Les violations des droits des demandeurs d'asile en Grèce sont légion et la Grèce, aujourd'hui, réclame à corps et à cri un peu plus de solidarité des autres États membres de l'Union européenne pour justement traiter ces demandeurs d'asile-là. Il faut savoir que depuis quelques années, par exemple, un demandeur d'asile, par exemple un Pakistanais qui serait passé par la Grèce et qui a déposé sa demande d'asile en France, n'a pas le droit d'être renvoyé en Grèce, puisqu'il est avéré que justement le système d'asile grec est défaillant et ne respecte pas, en tout cas, les normes communautaires. Le règlement Dublin 2 vient de faire l'objet d'une réforme. Aujourd'hui, on est au niveau du règlement Dublin 3. Justement, il y a eu cette réforme qui, à mon sens, ne va pas dans le bon sens, puisqu'on est toujours dans la logique de partager le fardeau. Et donc, moi, pays français, je te renvoie en Lituanie, par exemple, un demandeur d'asile. Mais il faut savoir que ce règlement est très, très peu efficace, puisque dans les faits, c'est moins de 6% justement de ces transferts-là qui sont faits entre eux. Bonjour, je suis étudiante en études européennes. J'aimerais vous demander, ces restrictions aux frontières, elles n'ont pas des conséquences par hasard sur le trafic de migrants, justement? Ça n'augmente pas plus le trafic de migrants irréguliers? Alors, le trafic de migrants, je dirais, il a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que vous avez en effet des passeurs dont c'est l'activité économique et qui font ça parce que, je dirais, voilà, ils ont gagné de l'argent et pour eux, la vie humaine n'a aucune importance. Vous avez d'autres passeurs dont on parle un peu moins. Ce sont des passeurs qui, au départ, étaient pêcheurs. Je pense par exemple aux pêcheurs sénégalais. Qui ont vu leurs eaux territoriales pillées par les grands chalutiers occidentaux. Donc vous avez ces pêcheurs qui se retrouvent sans ressources et qui se disent comment est-ce qu'on va gagner notre vie. Entre guillemets, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont des pirogues, ils ont des bateaux. Et donc ils se sont reconvertis justement en passeurs pour emmener leurs compatriotes ou d'autres migrants d'Afrique de l'Ouest ou d'Asie jusque sur les côtes européennes. Alors, après, il y a également d'autres dimensions parmi ces passeurs-là. Pour répondre à votre question, je vais vous donner mon avis personnel. Je ne pense pas que justement l'Union européenne, les politiques migratoires européennes ont des conséquences sur justement l'explosion de ces trafics. Ces trafics existaient bien avant. Et c'est un peu le discours qu'on a entendu après le naufrage de Lampedusa en novembre 2013. C'est-à-dire que plutôt que de mettre en avant la protection de la vie des migrants, on parle de lutte contre l'immigration clandestine à tout bout de champ. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a peut-être plus de migrants qu'avant, ou qu'en tout cas on entend plus parler parce qu'il y a tous ces naufrages? C'est parce que aussi les routes, les voies de l'immigration légale vers les États européens se sont considérablement réduites. Donc si aujourd'hui vous ne pouvez plus aller dans un État européen et obtenir de visa, parce qu'il y a cette conséquence-là, vous avez des politiques extrêmement drastiques de la part des États membres qui refusent de délivrer des visas ou qui délivrent des visas au compte-gouttes, par exemple dans les pays d'origine des migrants. Eh bien, si vous ne pouvez pas obtenir un visa pour venir en France, par exemple, et que vous avez vraiment envie de quitter votre pays, eh bien, vous allez plutôt penser à payer un passeur et venir. Donc, à mon avis, tout est lié, mais je ne pense pas que les politiques migratoires ont eu pour conséquence justement de faire qu'il y a aujourd'hui plus de passeurs.
peut-être plutôt avoir du côté des lois en matière d'immigration légale et de leur caractère restrictif aujourd'hui. C'est bon, on va passer alors à l'intervention d'Élodie. Bonjour, donc moi je m'appelle Élodie Cordier, je vais vous parler donc de la réinstallation des réfugiés. Donc tout d'abord, avant de parler des enjeux de la réinstallation, j'aimerais commencer par définir la notion de la réinstallation et expliquer un peu sa procédure. Donc ce sera mon premier point. Comme l'a expliqué tout à l'heure Amélie, les réfugiés sont donc des personnes qui fuient leur pays parce qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine et qui cherchent véritablement des solutions. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a pour mandat de leur apporter une protection internationale. Et donc il dispose à cet effet, depuis sa création en 1950, de 3 grandes catégories de solutions. La première solution, c'est le rapatriement volontaire. Donc bien sûr, lorsque les circonstances dans le pays d'origine des réfugiés le permettent. La deuxième solution, c'est l'intégration locale dans le premier pays d'accueil. Et enfin, la troisième solution, c'est la réinstallation. Donc la réinstallation, c'est l'une des solutions durables qui peut être apportée aux réfugiés par les États. Pour des milliers de réfugiés qui sont en quête de sécurité, trouver une solution durable, c'est même plus un droit, c'est une véritable nécessité. Et donc là, j'en profite pour dire que contrairement aux idées reçues, les réfugiés viennent en France non pas pour bénéficier des allocations et des aides financières, mais bien parce qu'ils y sont contraints et parce que c'est une véritable nécessité pour eux. Depuis 25 ans, le rapatriement volontaire est considéré comme la solution à privilégier, donc considéré comme la solution à privilégier par les États, mais aussi et surtout par les réfugiés eux-mêmes. Mais cependant, ce retour au pays d'origine n'est pas toujours possible. Et donc dans ces cas-là, la deuxième solution, donc l'intégration locale dans le premier pays d'accueil ou la réinstallation sont les 2 solutions restantes. Et certaines fois, rester dans le premier pays d'accueil n'est pas possible pour les réfugiés, puisque le premier pays d'accueil n'est pas en mesure de leur apporter une protection juridique et physique. Et donc dans ces cas-là, la réinstallation apparaît comme la seule solution pour ces réfugiés-là. La réinstallation donc, ne doit pas être confondue avec le respect du droit d'asile. Si le droit d'asile est une obligation pour les États ont l'obligation en effet d'examiner les demandes d'asile des réfugiés. La réinstallation n'est pas une obligation, elle relève simplement de la solidarité internationale. Donc pour dire quelques mots sur la procédure de la réinstallation, concrètement comment réinstalle-t-on un réfugié? Donc les programmes de réinstallation sont organisés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est le HRC qui va donc déterminer quelles sont les personnes ayant besoin d'être réinstallées et qui va négocier avec chaque État le nombre de places disponibles pour accueillir ces personnes. Donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évalue les besoins de réinstallation en fonction de critères, de différents critères qui vont être mis en place, qui vont prendre en compte donc à la fois les besoins de protection et les risques encourus par les personnes. Donc le manuel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés répertorie en tout 7 catégories, et un réfugié, pour pouvoir bénéficier des programmes de réinstallation, doit rentrer dans au moins une de ces catégories. Donc la première de ces catégories prend en compte le manque de protection juridique dans le premier pays d'accueil. Ensuite, les deuxième jusqu'à la 6e catégorie vont inclure l'absence de traitements médicaux et tous les risques physiques, donc qui comprennent par exemple les risques de violation pour les femmes, le travail forcé pour les enfants, les personnes ayant survécu à la torture. Et enfin, la 7e catégorie évoque, je cite donc, l'absence d'alternatives durables et immédiates. Absence d'alternatives durables et immédiates, en réalité, donc dans les faits, la majorité des réfugiés relèvent de cette catégorie, et donc dans les faits, cette catégorie est appliquée à de très rares cas.
Après donc avoir examiné ces besoins et avoir répertorié les personnes, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés transmet aux États volontaires les dossiers des personnes à réinstaller. Et les États, notamment la France, réexaminent ces dossiers en se réservant la possibilité de les accepter ou de les refuser. Et les critères de sélection des États, malheureusement, ne sont pas toujours très transparents. Pour donner un exemple, les Pays-Bas, par exemple, trient les personnes en fonction de leur culture et de leur langue parlée. Pourtant, la connaissance de la langue du pays de réinstallation ne devrait pas être un critère à aborder, puisqu'il ne faut pas perdre de vue ici que la réinstallation est la seule solution pour ces personnes et que ces personnes risquent leur vie et tous les jours, dans leur premier pays d'accueil, voient leurs droits fondamentaux bafoués. Donc de plus, l'application de ces critères particuliers peuvent entraîner des délais d'examen particulièrement longs, et là aussi cela pose un problème, puisque chaque jour passé dans le pays d'accueil, les personnes voient là encore leurs droits fondamentaux bafoués. Si les pays, de par l'application de ces critères particuliers, refusent le dossier de la personne, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés transmet le dossier de la personne à un autre État qui lui aussi va faire des recherches et va appliquer ses propres critères de sélection. Donc dans les faits, seul un réfugié sur 10 a la possibilité d'être réinstallé. Et en moyenne, le traitement des dossiers demande au moins 6 mois et dans certains cas plusieurs années. Il faut noter aussi qu'après le 11 septembre, des contrôles de sécurité supplémentaires ont été mis en place, en particulier pour les personnes portant un nom arabe. Donc là aussi, ça pose des gros problèmes d'égalité. Pour un réfugié tentant d'échapper à une situation insupportable et désireux d'être en sécurité, le processus de réinstallation peut paraître particulièrement long et particulièrement injuste s'il se conclut par un refus. Donc ensuite, je vais parler donc de l'importance de cette réinstallation comme outil de protection essentiel permettant un partage des responsabilités. La réinstallation est un outil essentiel de protection et un mécanisme important de partage des responsabilités. Amnesty International France considère en effet que certains États ne sont pas en mesure, sont incapables d'apporter une protection efficace sur leur territoire aux réfugiés. Ces observateurs, donc notamment dans les camps de Dadaab au Kenya et à Choucha en Tunisie, ont notamment relevé de nombreux cas de violences policières, violences envers les femmes et les filles, et ainsi que des conditions de vie dramatiques qui ne permettent pas à ces réfugiés de vivre dignement donc, dans le premier pays d'accueil. Le pays de réinstallation est là pour accorder une protection juridique et physique aux réfugiés, et donc permet à la fois de répondre aux besoins de protection des réfugiés et à la fois de répondre aux besoins donc, permet à la fois de faire jouer donc, la solidarité internationale entre les États. Contrairement là encore à ce qu'on pourrait penser, la grande majorité des réfugiés dans le monde ne se trouvent pas dans les pays développés, ils ne se trouvent pas dans l'Union européenne, mais se trouvent dans les pays en voie de développement d'Asie et d'Afrique. Donc il y a une réelle nécessité de développer ces programmes de réinstallation. Donc pour ponctuer dans ma troisième partie, je vais prendre 2 exemples, en commençant donc par l'exemple des réfugiés somaliens. Aujourd'hui, en effet, près d'1 million de réfugiés somaliens vivent dans les pays voisins de la Somalie, parce qu'ils ont fui la guerre dans leur pays. Au Kenya, plus de 460 000 réfugiés, principalement somaliens, vivent actuellement dans le camp de Dadaab, dans le nord du pays. Donc voici à quoi ressemble le camp de Dadaab. Certains réfugiés sont arrivés dans ce pays depuis plus de 20 ans. Et environ 10 000 d'entre eux sont issus de la seconde génération, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans ce camp. Ils sont nés dans ce camp, donc de parents qui étaient déjà nés dans ce camp. Aujourd'hui, Dadaab est le plus grand camp de réfugiés au monde. Ouvert en 1991, il devait accueillir 90 000 personnes. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, il en compte 460 000, ce qui est particulièrement énorme. Donc le Kenya est dans l'incapacité de protéger ces personnes. Des réfugiés somaliens
du camp de Dadaab ont témoigné de violences sexuelles auxquelles les femmes et les filles étaient soumises, ou encore du recrutement d'enfants à des fins militaires. Surtout, il faut relever que ces violations ont été commises par des gardes kenyans eux-mêmes. Les réfugiés dénoncent le harcèlement et les menaces de refoulement dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre tous les jours. La communauté internationale ne peut donc clairement pas condamner ces personnes à vivre indéfiniment dans ces camps surpeuplés, et elle doit s'efforcer de proposer des solutions durables, solutions parmi lesquelles la réinstallation est essentielle. J'exposerai maintenant le cas donc aussi des réfugiés syriens. La réinstallation peut jouer un rôle essentiel en cas de crise majeure, comme par exemple celle des réfugiés syriens en ce moment. En Syrie, effectivement, l'agitation politique qui a débuté en mars 2011 et qui s'est transformée en un véritable conflit armé a causé la mort de milliers de personnes et ont forcé donc des centaines d'autres à fuir. Voilà à quoi ressemble un camp de réfugiés syriens aujourd'hui. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a insisté pour que les pays européens fassent un effort et accueillent davantage de Syriens par l'intermédiaire notamment des programmes de réinstallation durable. Aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a de grandes différences entre les pays européens. L'Italie, par exemple, n'a pris personne. La Belgique va accueillir 75 Syriens dans son quota de programme de réinstallation. L'Allemagne, quant à elle, en a déjà accueilli 10 000 et s'est engagée à en accepter 5 000 supplémentaires cette année. La France, quant à elle, a mis longtemps à se prononcer sur la question. Finalement, une réponse nous a été donnée en octobre 2013. Le président donc, a annoncé que 500 réfugiés de Syrie seraient accueillis en France, ce qui représente, pour vous donner une idée, à peu près 0,02% du nombre de réfugiés qui devraient être réinstallés. Donc ce nombre paraît extrêmement petit et ni à la hauteur de la situation catastrophique, ni à la hauteur des capacités de la France. Je passe sur la Syrie, j'ai fait un bref rappel de la situation, mais Akram vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Je vais passer maintenant aux conditions de vie des réfugiés qui ne sont pas réinstallés. Donc, dans les pays de premier asile, les personnes, on l'a vu, vivent dans des camps surpeuplés, dans des conditions de vie particulièrement précaires. Ils subissent donc le manque d'eau, de nourriture, d'installations sanitaires. Les enfants aussi sont par ailleurs rarement scolarisés. Et donc la quasi-impossibilité de venir légalement en Europe et de pouvoir bénéficier de programmes de réinstallation pousse les réfugiés à emprunter des voies irrégulières et dangereuses. Certains donc s'embarquent dans des traversées relativement périlleuses. Outre le risque de naufrage évident, ces routes sont dangereuses aussi car l'Union européenne et ses États membres maintiennent toute une série de mesures visant à contenir à l'extérieur de ses frontières les réfugiés et les demandeurs d'asile et les migrants. Donc on note des renvois forcés illégaux des réfugiés sous la menace des armes, parfois au mépris même de la sécurité des personnes. On relève également tout un tas de mauvais traitements et notamment la confiscation des documents et des biens, dont les passeports des personnes. Il est absolument du devoir de la France de peser de tout son poids pour que les violations des droits des réfugiés aux frontières de l'Union européenne cessent. Donc finalement, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est une réponse insuffisante de la communauté internationale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recourt à la réinstallation, mais uniquement sur la base du volontariat des pays d'accueil. Et seuls quelques États participent aujourd'hui à ces programmes de réinstallation. Donc les 5 premiers pays sont les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Suède et la Norvège. Et ces 5 pays proposent à eux seuls 90% des places existantes. Hormis la Suède et la Norvège, dans les pays de l'Union européenne, l'ensemble des autres pays de l'Union européenne pratiquent presque pas, voire pas, la réinstallation. Donc ces dernières années, le nombre de pays engagés a cependant augmenté en Europe. En 2009, la Commission européenne a présenté un projet de programme commun de réinstallation
et a proposé d'intégrer cette thématique dans les relations de politique extérieure à l'Union. Ce programme a été voté le 12 mars 2012 par le Parlement européen, après avoir été approuvé par le Conseil. Et par ailleurs, des priorités pour 2013 avaient été définies et le Fonds européen pour les réfugiés s'était engagé à soutenir financièrement les États qui s'engageaient dans cette voie. Donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés coordonne la mise en place de programmes annuels de réinstallation pour répondre aux besoins de protection des réfugiés, mais des efforts sont encore à faire. Les programmes permettent environ d'offrir 80 000 places par an. Cependant, 781 000 personnes, 1 000 personnes dans le monde devraient pouvoir bénéficier de cette procédure. Donc finalement, pour conclure, que demande Amnesty International ? Donc Amnesty International demande à la communauté internationale de mettre en place ou d'augmenter la capacité des programmes de réinstallation, plus de celles déjà accordées. Demande par ailleurs à ce que les États assument leur part de responsabilité à l'égard des réfugiés en accordant une priorité de prise en charge à des personnes exposées et particulièrement vulnérables. Demande aussi aux États de faire en sorte que leur programme de réinstallation soit beaucoup plus adapté aux situations d'urgence, comme par exemple la situation en Syrie en ce moment. Demande que les vérifications en matière de sécurité doivent être fondées sur des enquêtes exhaustives relatives à la situation des personnes concernées et ne doivent en aucun cas exclure certaines catégories de personnes. On demande également la transparence absolue des critères de sélection. Et enfin, demande de mettre en place un soutien et des services en vue de la réinstallation dès l'arrivée dans le pays d'accueil. Voilà. J'en ai terminé. Si vous avez des questions à propos de la réinstallation, je ferai mon possible pour y répondre. Donc, est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Donc en fait, j'aurais voulu savoir, dans le cas où des réfugiés sont autorisés à se réinstaller dans un pays d'accueil, qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour les accompagner? Voilà. Bon, vous m'entendez quand même quand je parle comme ça? Oui, mais si, ça marche. Ça marche tout à l'heure. Oui, donc complètement c'est ce que demande Amnesty International et c'est qu'en l'état il n'y a pas vraiment de programme destiné à accompagner les personnes une fois qu'elles arrivent dans le pays d'accueil. Voilà, donc c'est vraiment un des points principaux du programme de la campagne d'Amnesty International. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En haut, sinon aussi, si vous avez des questions. Je vois personne. Non. Moi, j'en aurais une, juste. Est-ce qu'il y a des ONG qui agissent dans les camps des réfugiés, que ce soit des ONG étrangères ou autres? Et si oui, lesquelles? Alors là, je pense que oui, il y en a qui agissent, mais tu sais exactement, toi, Amélie, lesquelles? Non, alors oui, mais lesquelles, je ne saurais pas dire. Bon, toujours personne. Ok. Et on passe à l'intervention. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour l'organisation qui nous permet de parler de réfugiés en quelque chose qui touche en particulier, c'est le cas de réfugiés syriens. En effet, par mon parcours, mes engagements à la fois professionnels et mon modeste expérience associative d'accueil de Syriens réfugiés qui arrivent en France, j'ai pu apporter, écrire, travailler sur leurs récits, sur leurs témoignages, leur parcours, leur diversité, là où ils viennent. Donc aujourd'hui, c'est plutôt leur témoignage que je vais apporter et je vais essayer un peu de faire le truc. Avant tout, c'est des gens qui
de partir. Ils avaient des raisons de partir, de destruction massive de leur habitat, ou ils ont manifesté contre le régime pour exprimer leur opinion publique. Il y a plusieurs phases d'exil, mais je vais commencer par aborder quelques chiffres. En 2013, il y avait cette carte que vous avez, mais en parlant avec les associations au Liban, en Jordanie ou ailleurs, ils nous disent qu'il faut probablement multiplier les chiffres par 2 parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui ne s'inscrivent pas avec le haut commissariat de réfugiés. Ils ne vont pas aller s'inscrire pour plusieurs raisons. Certains qui sont pro-régime, mais ils vont fuir de Syrie pour s'échapper à la service militaire, d'autres pour d'autres raisons. Mais en tout cas, au Liban aujourd'hui, il y a à peu près d'1 million. De Jordanie, probablement 1 million aussi. Le double en Turquie, les chiffres que vous avez ici sur la carte. Pour l'Égypte, c'est aussi comparable. Le placement de camps réfugiés que vous voyez au nord vers la Turquie, il y a 800 km de frontière entre la Syrie et la Turquie. Donc il y a eu plusieurs camps qui ont été construits. Contrairement au choix de l'État libanais, qu'ils avaient des souvenirs, des mémoires de réfugiés palestiniens qui sont installés durablement depuis 1948 et la guerre de 1967. Et c'est devenu un État dans l'État, avec les mémoires de la guerre civile. Ils ont préféré ne pas construire de camps de réfugiés au Liban. Donc les Syriens, ils sont dans tous les territoires libanais, de grandes villes comme Beyrouth, les périphéries, des quartiers informels, beaucoup dans leur famille, et surtout les frontières proches entre Homs et le nord vers Tripoli. Donc on ne voit pas des camps. Le Jordanie, ils ont construit un énorme camp que vous avez vu les photos tout à l'heure, le camp des Artari, pour 70 000 à 80 000, aujourd'hui à 160 000 dans ce camp. Et l'État jordanien est en train de construire un deuxième pour une capacité de 80 000. Donc c'est énorme, mais c'est uniquement dans un seul endroit, c'est la frontière entre la Syrie et la Jordanie, c'est le désert. Il y a une tempête de sable, une différence de température énorme, et c'est pas viable. Il y a eu des manifestations à l'intérieur du camp des Artari pour revenir en Syrie, mais le contrôle des frontières strict qui a permis à peu près à 30 000 Syriens de revenir dans leur région, surtout du sud de Daraa, où là les manifestations ils ont commencé. Quelques chiffres sur les conditions des enfants. Ce qu'on peut retenir, d'abord, donc là vous avez surtout le premier qu'ils ont touché, c'est les enfants. Vous avez les chiffres sur les naissances, les lieux, etc. Mais ce qu'on peut aborder, surtout, la situation, c'est beaucoup de familles éclatées aujourd'hui. Cette photo que vous voyez a fait le tour de tous les réseaux sociaux en Syrie. C'est un garçon de 4 ans qui est en train de traverser les frontières tout seul entre la Jordanie et la Syrie, plein désert. Certes, il y a des adultes, on voit autour, hein, mais le récit, le parcours qui a été recueilli par un chercheur français, le François Burga, vous pouvez voir sur son article et sur son site internet, le récit de ce garçon qui a perdu complètement sa famille. C'est un exemple de beaucoup de familles éclatées. Même quand ils sont réinstallés, on voit quelqu'un qui se retrouve en France, un autre en Belgique, un autre au Canada. Et surtout, de l'arrivée de certains enfants qui ne sont plus du tout des parents, qu'ils ont perdu. Le garçon a perdu 8 membres de sa famille. C'est une situation dramatique. L'histoire de Malouane, ce petit garçon, un parmi d'autres exemples que j'ai croisé d'un père qui pensait prendre de bonnes décisions sur le trajet entre le Jordanie et la Syrie, mettre ses enfants à l'abri, mais en fait il les a plus retrouvés. C'est beaucoup de témoignages dans ce sens-là dramatiques. Les situations sanitaires, elle est aussi, elle touche en particulier les enfants. Il y a un retour de certaines maladies qui étaient complètement disparues. Il y a une campagne de vaccination pour toucher un maximum des enfants. L'accès aux soins est compliqué. Ça touche bien sûr tous les cas, mais je reviendrai en détail sur la situation des enfants qui sont le plus touchés, le plus précaires. L'impact psychologique, il est énorme. On voit de plus en plus des handicapés qui étaient touchés soit dans la torture, le bombardement, des adultes, d'enfermement, de problèmes psychologiques d'enfermement,
surtout les camps de réfugiés qui se trouvent au nord vers la Turquie, il y a beaucoup de militarisation de mouvements, contrairement à celle du sud de Jordanie, où elle est vraiment particulièrement bien contrôlée par l'État. Il n'y a pas eu de recrutement de soldats enfants, par exemple, où les frontières du nord, elles sont beaucoup plus des passages de retour de certains combattants syriens, notamment imbriqués par des groupes islamistes djihadistes qui payent des salaires énormes, qu'ils ont des moyens de financement, etc. Donc il y a vraiment un aspect psychologique très important, surtout on le voit dans les ateliers où certains psychologues et analystes qui ont commencé par les biais via de certaines associations qui travaillent au Liban avec les enfants syriens. Par leur dessin, on voit apparaître beaucoup de maisons de truie, beaucoup de roquettes, beaucoup de sang, et avec de manque de revenir vers leur maison, un manque énorme de leur famille, de leurs proches, de leurs camarades et de leurs amis. Avec de manque, comme j'aime beaucoup la Syrie, c'est quand le dessin, je pense notamment à l'association lyonnaise qui travaille avec le Liban qui s'appelle Alouane. Notamment, ils ont fait une exposition à partir des dessins des enfants, où on voit un traumatisme psychologique qui nécessite une armée de psychologues pour travailler dans ce sens avec les étudiants, avec les enfants. Je m'arrête un peu plus longtemps sur les enfants. Comme vous voyez sur cette photo, même à l'intérieur du camp de Zaatari, par exemple, la photo a été prise. Ils font de travail assez difficile et pénible, comme porter dans le travail aussi de restauration, de construction, de bâtiments, de mécanique, de petits commerces et surtout d'agricole. Ils peuvent, les Jordaniens, les employer au Liban par exemple, pour main-d'œuvre peu chère, et ces enfants-là, ils vont avoir des accidents de travail graves, il n'y a pas bien sûr de protection sociale. Quand le travail agricole, il y a de produits dangereux, un climat très difficile. Doucement, ces enfants, ils peuvent être recrutés par des passeurs, des immigrés certains qui n'ont pas le droit de rentrer dans le camp, et ils vont plutôt avoir recours à des enfants pour le travail, le trafic, etc. Le directeur du camp de Zaatari a qualifié cette situation en voyant les enfants, et il disait, je cite, c'est des hommes qui sont grandis un peu trop tôt. Bien sûr, l'absence de cadre des parents, que ce soit handicapés ou blessés, ou la disparition du nombre d'adultes dans les familles, l'absence de cadre aussi de l'éducation, donne à ces enfants, parce que c'est eux qui sont en train de travailler, d'apporter un salaire à la maison, leur donne un sentiment d'indépendance, d'agressivité envers le tout, des parents en particulier, et l'autorat. C'est un défi, parmi les quelques défis qu'on va voir, le défi de scolarisation et aussi la naissance des enfants en période de camp, donc plusieurs thèmes que je vais aborder rapidement. La scolarisation, c'est un défi assez important, parce que l'arrêt, il y a à peu près aujourd'hui, comme vous avez vu dans le premier chiffre, 2 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Ils vont grandir, s'ils sont entre 11 et 12, peuvent être recrutés par des combats, mais surtout, on voit dans les photos, il n'y a pas de capacité d'accueil dans les écoles, soit construites à l'intérieur du camp, ou dans les écoles dans des pays comme le Liban ou la Jordanie. Bien sûr, je ne parle pas du tout de celle de la Turquie où il y a une barrière de langue. Donc l'éducation s'est faite à l'intérieur du camp. Le coût au Liban est extrêmement élevé. Le niveau de vie au Liban il était 3 à 4 fois supérieur à celle de la Syrie. On estime à 400 à 600 euros le coût de l'éducation pour les écoles. Il y a un problème de distance, souvent ils sont loin, il n'y a pas de transport. Le travail que j'ai abordé tout à l'heure, les enfants qui vont travailler, donc ils ne vont plus du tout à l'école, parce que c'est soit ça, c'est une ressource importante pour la famille. Le problème, une fois
qu'ils sont dans les classes à l'école, que ce soit avec des Libanais ou des Jordaniens, il y a un sentiment d'humiliation parce qu'ils entendent, je cite quel petit garçon qui, Maher, il dit, ses camarades lui disent, je cite, vous avez détruit le pays et si on a du mal au Liban, c'est de votre faute. Donc il y a une violence entre les petits camarades qui leur disent des choses difficiles pour eux à continuer d'aller à l'école, donc ils préfèrent de ne pas y aller. Amnesty International, le Haut Commissaire de réfugiés font une campagne énorme avec des volontaires pour sensibiliser les familles, pousser les enfants à y aller et la nécessité de continuer d'aller à l'école et surtout donner un grand soutien aussi à des écoles informelles qui se développent par des associations et surtout certaines écoles qui donnent des métiers professionnels. C'est probablement un défi le plus important à continuer de donner l'éducation à ces enfants. Certains enfants qui sont nés, on n'a pas de chiffre exact, je dirais pourquoi, ils sont nés à l'intérieur des camps, en exil, avec un risque énorme de devenir un apatride. Pas de nationalité, pas de papier. C'est un grand dilemme pour la famille. Dans les lois internationales, l'enregistrement des enfants récemment nés, c'est un droit pour tous les enfants. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas inscrits, soit les parents ils sont pas conscients, ils sont dans d'autres soucis dans leur tête, l'importance d'aller inscrire leurs enfants. J'ai accompagné une famille avec un enfant à Lyon et le papa il était très fier à montrer qu'il a eu les démarches qu'il a fait et il me dit voilà, à l'hôpital ils m'ont donné ce papier, donc j'ai bien fait le ramener. En fait, ils confondent complètement d'aller inscrire à l'état civil un acte de naissance et le papier est donné par l'hôpital le moment de naissance de son fils. Et les parents eux-mêmes, qui ont du mal à justifier leur papier, au départ ils se font de manière précipitée, ils n'ont rien sur eux, eux-mêmes ils arrivent pas du tout à confirmer leur récit et leur papier. Donc on sent que les enfants qui vont payer un prix parce que en grandissant ça devient plus important parce qu'il y aura de nombreuses familles qui vont avoir des papiers jordaniens, d'autres français, l'arabique là-dedans, et ça rajoute sur leur récit. On sent que le même mécanisme de ce genre de phénomène les Palestiniens l'ont vécu depuis 60 ans. Ne pas avoir de papiers, pas de passeport, etc. Ce que demandent maintenant les associations en discutant avec certains responsables, c'est de donner un peu plus de facilité d'obtenir des papiers d'enregistrement, même avec un récit ou quelques photocopies, par exemple. Les originaux, ils ne les ont pas souvent. Et surtout, aussi de sensibiliser les employés d'enregistrement sur ces questions qui sont complexes et sensibles. J'ai eu du mal à trouver des documents, malgré qu'on entend beaucoup des articles sur la condition des femmes, de prostitution, de mariage. Comme les enfants ils sont extrêmement fragilisés, il y a un phénomène de retour de la violence à l'intérieur des familles. Il est fortement en augmentation, mais on ne parle pas trop. Ce n'est pas quelque chose qui va témoigner où il n'y a pas d'accès à des journalistes à travailler facilement dans les camps sur des questions de violence, etc. Les femmes, surtout les adolescents, ils subissent le même sort de travail pénible. Beaucoup de mariages qui se font comme ce photo à l'intérieur des camps. Si on prend l'aspect culturel dans certains pays arabes où les immigrés, souvent réfugiés politiques en exil en Jordanie, ils sont venus de régions rurales, autour de la périphérie, de petits villages relativement traditionnels, je dirais, pas religieux, islamistes, conservatoires, mais traditionnels. Et dans leur mentalité, c'est marier des jeunes filles. Dans ce contexte, il y a 100 000 personnes à l'intérieur du camp, c'est une forme de protection des filles qui vont plutôt avoir un homme, un garçon. C'est vu de manière positive, je dirais. Bien sûr, il y a prostitution sur les mineurs, il y a beaucoup de phénomènes mais on a du mal à trouver des ressources assez fiables sur ce sujet. C'est-à-dire,
c'est difficile à généraliser à partir d'un photo. Ça existe, mais pour théoriser un peu ce que, par mes observations ou quelques réfugiés politiques et en exil ici, j'ai senti qu'il y a un sentiment qui détruit ces gens-là doucement. L'accumulation, en fait, des épreuves qui ne permettent pas du tout de se construire, mais au contraire. La première épreuve qui est vécue par ces immigrés, il est à l'intérieur. À partir du moment où ils n'ont plus de maison, il faut savoir quand même aujourd'hui, il y a un tiers de la population syrienne qui est dehors de chez eux, ils n'ont plus d'habitat. Soit ils se construisent, détruits, soit ils sont en exil interne, rajouté à cet exil qui est extérieur au pays. Intérieur, sentir étranger à l'intérieur du pays, c'est déjà une première épreuve très difficile. L'épreuve des sorties, qui a été bien expliquée tout à l'heure, ce parcours de passeurs, de prendre ce qu'on appelle de people boat, c'est-à-dire les gens qui prennent les bateaux, et les Syriens, ils font partie. Le coût, il est énorme. Il y a beaucoup d'articles sur le passage entre la Turquie et surtout l'accueil. Pratiquement, il n'y a pas d'accueil en Grèce, qui vit elle-même une crise majeure, donc elle repousse beaucoup les bateaux syriens vers la Turquie, etc. Certains qui ont fait un parcours beaucoup plus complexe et long pour trouver un pays sûr, en passant en première étape par l'Égypte, ou un pays elle-même dans une instabilité politique, où les Syriens ils sont devenus le commissaire. Il y a un problème, voilà, on a trop d'immigrés, on ferme les frontières, on ouvre, changement de politique, changement de régime, il y a eu un changement de traitement des réfugiés syriens.